Tous les 6 ans, le métronome de la démocratie locale se met en marche, annonçant une nouvelle mandature. Quand j'entends dans certaines communes que dans quelques mois, il risque de ne pas y avoir de liste, ça commence à me faire peur, je suis véritablement inquiet. Comment rétablir ces liens entre politique et citoyens? Comment redonner l'envie de participer à la gestion publique? Comment renouer avec l'idéal démocratique dans nos communes, sur le terrain, tout simplement parce que nous aimons notre région, que nous lui souhaitons un développement harmonieux. Au fil de quelques semaines, je suis parti à la rencontre de citoyens, de politiques, avec une première constatation. En fait, les aspirations, elles sont les mêmes. C'est sans doute de méthodes qu'il devrait être question. Première étape, en ce soir de début octobre, nous allons à Wem où un groupe de citoyens se réunit. En fait, il s'appelle Res Publica et c'est l'ancien échevin Stanley Noël qui est à l'origine de l'initiative. Ma réflexion a été, en tout cas, essayer d'encore faire un tour de carrousel, ça n'est pas le bon plan. On arrive à une fin de cycle, mais qui est peut-être très marquée chez nous à Wem, mais on sent bien qu'il y a dans notre société, je dirais, occidentale, à l'échelle belge, une forme un peu d'épuisement et d'interrogation, en tout cas de remise en question de notre mode de fonctionnement démocratique, avec des tendances, des dérives, ou des tendances à la fois extrêmes, populistes, etc., que l'on voit à l'échelle d'État, mais que l'on sent un peu présente partout. Et donc, ce sentiment que beaucoup de personnes peuvent avoir de ce qu'un système est en train peut-être de s'effondrer, ou en tout cas d'arriver en fin de parcours, et que si l'on ne parvient pas à ouvrir une porte vers autre chose, le danger est quand même très grand que cet sentiment de perte ou de frustration génère de la colère, du repli, des duretés, des oppositions. Alors, on a des politiques qui ont le blues, des citoyens qui sont épuisés. Comment ranimer la flamme? Comment faire que le repli se transforme en fait en nouvel engagement? Eh bien, je pense qu'on doit revenir, on doit faire sa révolution. Les démocraties, elles ont vécu à deux moments dans notre histoire, à l'époque d'Athènes, il y a 2500 ans, et puis elles ont rené, si je puis dire, à la Révolution française, il y a un peu plus de 200 ans. Mais c'est des moments dans l'histoire, c'est loin d'être les principaux, si on regarde la durée, c'est pas l'essentiel du temps dans l'histoire, et certainement pas à l'échelle mondiale encore aujourd'hui. Et donc, il faut pouvoir faire sa révolution et se dire quels sont les idéaux qui ont motivé, poussé la Révolution française, et se dire à un moment, au bout de 220 ans, est-ce que nous y sommes toujours quand nous avons fait notre boucle, notre révolution, et à quoi doit-on revenir, et donc que doit-on peut-être mettre de côté si l'on veut repartir pour un nouveau tour? Voilà. Aujourd'hui, Stanley Noël confronte son groupe à la réalité. Diriger une commune, eh bien c'est du temps, c'est devoir appréhender des dossiers compliqués, c'est être obligé d'accepter de transiger, bref, c'est gérer comme on gère en fait son ménage ou son entreprise. Avec parfois des renoncements que la réalité impose, c'est aussi se former. Et justement, ce soir, les Wemrais sont en vidéoconférence avec des représentants de la communauté germanophone qui a instauré depuis quelques années ce qu'on appelle le dialogue citoyen. On va y revenir. Mais avant de partir à Eupen, je voudrais recueillir l'avis du maître des lieux qui accueille ce soir Res Publica. En fait, c'est Michel Horn, c'est l'ancien patron d'Ortis et il est très intéressé par ces interrogations citoyennes. Alors justement, je vais lui demander ce qu'est pour lui un citoyen engagé. Bonne question. Je ne sais pas si je suis un citoyen engagé, franchement. Mais ce qui m'a interpellé dans la démarche que Stanley Noël a entamée, c'est ce désir de faire participer ceux qui sont concernés par les décisions qui sont prises au niveau communal, les citoyens, au processus de prise de décision en les impliquant et en faisant travailler, si possible, l'intelligence collective qu'on peut mobiliser dans des groupes. Et comme je suis un fervent convaincu des pouvoirs de l'intelligence collective, j'ai mis ça en place dans une entreprise et même dans une deuxième, je trouve que c'est une force à laquelle il ne faut pas renoncer parce que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec ce risque de ne pas avoir de candidat, c'est un
une manière de faire qui pourrait susciter un engouement, un intérêt et des candidatures de personnes prêtes à s'engager. Alors citoyen, c'est vivre dans son coin, se dire tous les jours qu'on a la chance d'être ici et pas en Palestine ou en Ukraine, et célébrer ça. Et quand on reçoit tellement d'une région comme celle dans laquelle on habite, moi je trouve que c'est un devoir même de donner un peu et de participer et de partager, quoi. Depuis cette réunion concernant OM, on était rassurés. Les semaines ont passé, il y aura une ou plusieurs listes, l'affaire est entendue. Mais quand on regarde Res Publica, quand on regarde le fonctionnement des citoyens, comment ils s'y prennent, les questions qu'ils posent, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très peu informés sur le fonctionnement de la politique, de la vie de leur commune. Et on s'aperçoit que leurs jugements sont fondés sur des croyances ou sur des préjugés. Et j'en ai eu la confirmation de Michel. Mais d'abord, je suis aussi étonné qu'eux. Quand on parle de finances communales et de coûts, notamment de ce soutien aux personnes plus âgées dans notre home, j'ai découvert des chiffres et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et que, par exemple, ce que paye une personne ou la famille d'une personne qui est hébergée dans ce home ne représente que moins de la moitié du coût réel. Et qu'il faut subventionner ça par de l'argent public et par une partie du budget communal. Ça, franchement, ça m'a interpellé et j'ai remarqué que dans les personnes qui assistaient, il y avait des hauts et des ah. On ne sait pas. Bon, c'est vrai qu'on ne s'informe pas, mais d'un autre côté, c'est important de se rendre compte que dans une petite entité de 7000 et des habitants, il y a un budget de 14 millions d'euros, et que, non, je ne sais plus, 14 ou 11, et que ça sert à quelque chose, quoi, et que voilà, on a besoin de ça pour fonctionner. Et que si on n'a pas d'impôts additionnels pour faire fonctionner le budget, ça ne marche pas non plus. Il faut que la mayonnaise prenne, quoi. La participation citoyenne, on en a un exemple dans notre région. Depuis 2019, la communauté germanophone a mis en place le Bürgerdialog, le dialogue citoyen. On en a beaucoup parlé à l'époque dans les médias. Mechthild Nuyens est une pionnière du processus. Elle a présidé un conseil citoyen. Je la rencontre à une date qui est plutôt symbolique. C'est le 15 novembre. C'est donc le jour de la fête de la communauté germanophone. Et elle m'explique la genèse du processus. En fait, nos politiques en communauté germanophone se sont penchés sur la question qu'est-ce qu'on peut faire vu la perte de confiance dans la démocratie délibérative, sachant que le fossé entre élus et les citoyens devient de plus en plus grand. Alors, on a pensé de donner une voix aux citoyens habitant légalement en communauté germanophone. On a fait un projet pilote en 2016. En 2018, on a consulté le G1000, qui est quand même une institution au niveau de la participation des citoyens. Et on a pensé comment va-t-on faire cela. Donc, en 2019, on a terminé les consultations et on a penché sur l'idée d'un dialogue permanent. Ce qui est, à l'époque, du moins, c'était une nouveauté au niveau mondial. 3 jours plus tard, ce 18 novembre, est jour de passage de flambeau pour les membres du Conseil citoyen. C'est une des 3 structures qui a été mise en place par le décret. Alors on va voir dans l'ordre en quoi consistent ces structures. D'abord, il y a l'Assemblée citoyenne qui est composée de 25 à 50 citoyens tirés au sort et qui se réunit 3 fois par an sur des thématiques précises. Vient ensuite le Conseil citoyen. Il est composé de 24 citoyens ayant déjà auparavant participé à une assemblée citoyenne. Les mandats sont limités à 18 mois. Le Conseil se réunit environ 1 fois par mois. Il choisit des thématiques abordées par l'assemblée citoyenne et prépare et organise les réunions de cette dernière. Et puis enfin, il y a le secrétariat permanent qui s'occupe de la gestion quotidienne du dialogue citoyen. Quand l'Assemblée citoyenne a décidé d'un thème, ses membres s'informent.
Il rencontre des experts, puis délibère et formule des recommandations. Ces recommandations vont ensuite être présentées aux responsables politiques du Parlement et du gouvernement. On va continuer à échanger sur la question, puis la commission compétente du Parlement et le ministre qui a en charge le dossier vont formuler un avis. On ouvre encore la place à un dernier débat et un an plus tard, une dernière séance sera mise en place pour voir ce qui a été fait des recommandations. On voit donc que c'est une procédure tout à fait organisée, qui est cadrée, et on remarque aussi que la place est vraiment réservée à la formation. Actuellement, on a discuté sur 5 thèmes depuis donc, le début et moi personnellement, j'ai participé à la première assemblée citoyenne qui avait le thème des soins. Comment peut-on améliorer les conditions pour toutes les personnes concernées des soins, aussi bien les personnes âgées, les aidants, les infirmières, tout ce qui s'ensuit. Donc je le disais déjà, c'est bien organisé, c'est cadré, c'est structuré, mais je me pose quand même une question, c'est quoi l'articulation entre les politiques et les citoyens? En fait, quel est le degré d'écoute réciproque? Il y a une évolution qui s'est faite dans les rapports entre politiques et citoyens. Dans ce sens, au début, oh là là, c'était pas évident. Moi, simple citoyenne, déjà venir au Parlement. Au début, toutes les séances étaient même au plénum. On voulait prendre la parole, on ne savait pas trop bien comment. Et puis les politiques qui étaient là devant nous. D'abord, on s'était un peu regardé l'un l'autre. Et après un certain temps, il y a un dialogue qui s'est installé. Et je trouve que ça, c'est une des expériences positives que j'ai fait pendant ces années-là, que maintenant on fonctionne ensemble, je dirais, et surtout, et ça tout le monde va vous le dire, mon expérience à moi, c'est que je comprends beaucoup mieux les systèmes politiques, je dirais. Le dispositif mis en place par la communauté germanophone, il a donc fait ses preuves, il a 4 ans d'âge et visiblement ça commence à bien fonctionner avec de beaux résultats. Mais j'ai maintenant envie d'aller voir ailleurs, par exemple au Parlement wallon, comment ça se passe. Eh bien ça tombe bien parce que précisément le président du Parlement wallon, c'est le régional de l'étape, c'est André Frédéric. Il me rappelle qu'il y a une série de dispositifs en place depuis des années, comme la possibilité d'assister pour le public aux séances du Parlement ou encore le droit de pétition. Il va focaliser sur une nouveauté qui s'inspire précisément des germanophones. Je suis allé les rencontrer, on a voté un décret il y a maintenant un peu plus d'1 an qui instaure ce que nous appelons ici au Parlement de Wallonie les commissions mixtes délibératives. Mixtes, pourquoi? Parce qu'il y a des députés et des citoyens qui travaillent dans une commission et qui travaillent sur une thématique. Alors le mécanisme peut paraître un peu compliqué, mais tout le monde peut déposer une proposition. Pour qu'elle soit recevable, il faut qu'elle concerne les compétences de la Wallonie. Évidemment, on ne va pas parler de la peine de mort ou que sais-je, on va parler des compétences wallonnes. Il faut qu'il y ait 2000 signataires qui sont vérifiés au registre national. Ce n'est pas dans une guindaille où on fait signer des pétitions, c'est vérifié. Il faut qu'il y ait 2000 signataires et puis on peut alors porter sur les fonds baptismaux, ce que nous avons fait ici il y a maintenant 2 mois, une commission composée de ces citoyens et de ces parlementaires. Alors comment est-ce que ces citoyens sont choisis? Ils sont tirés au sort. Donc au mois de juin dernier, on a tiré 3000 citoyennes et citoyens wallons au sort. On a envoyé 3000 courriers leur disant « Vous avez été sélectionnés pour participer à cette commission, est-ce que ça vous intéresse ?» Début juillet et fin août, on clôturait avec 12,7% de réponses. C'est à peu près 387 réponses positives, je crois, de personnes qui disaient « Je suis intéressé de participer ». Le Parlement wallon a donc choisi au final 30 citoyens représentatifs et 10 politiques, le panel final étant constitué avec l'aide des universités pour avoir un éventail sociologique complet. La commission se réunit sur la thématique suivante: faut-il implanter une commission mixte délibérative permanente? Les conclusions seront remises et débattues en 2024 en séance plénière du Parlement.
ils ont choisi de travailler le dimanche parce que c'est le jour où il y a le plus de liberté parmi ces citoyens, dont certains sont indépendants, dont certains travaillent le samedi, de façon telle à pouvoir participer aux travaux de la commission. Alors j'ai donc ici une cartographie, que ce soit au niveau de la communauté germanophone et du Parlement wallon. Maintenant, mon objectif, c'est d'aller plus bas, d'aller voir au niveau des communes comment ça se passe. Alors là, je suppose que ça doit être plus facile parce qu'on sait que entre les citoyens et les responsables politiques, le lien est plus fort. Au niveau communal, c'est quand même là que se trouve la confiance la plus grande des citoyens envers le politique. C'est assez fluide à mon avis. Mais avant d'aller dans nos communes, j'ai envie d'aller voir ailleurs comment ça fonctionne. Direction la France, dans la grande banlieue de Paris. L'île Saint-Denis est une île sur la Seine, une étroite bande de terre de 7 km de long et 250 mètres de large, coincée entre deux municipalités géantes que sont d'une part Saint-Ouen, 60 000 habitants, et d'autre part Saint-Denis, 120 000 habitants. Et cette petite île est une municipalité de 8 300 habitants avec 85 nationalités et 90 associations. C'est une île nature occupée par un parc naturel qui s'étend sur 40% de la surface, beaucoup de logements sociaux, 60% de l'habitat qui est en profonde mutation. Alors aujourd'hui, l'île Saint-Denis, elle est en profonde mutation. On est en train de démolir des barres d'immeubles des années 70 pour les remplacer par une partie, en tout cas, du village olympique qui va accueillir cet été des athlètes. Et ce village olympique va être transformé lui-même en écoquartier. Alors, si je repars dans le passé, on peut dire en quelques mots que c'est une île dont la tradition est une tradition de marine marchande, de pêche. On est donc dans un milieu industriel. Mais ce qui est intéressant pour moi, évidemment, si on y va, c'est de voir qu'aujourd'hui, la tradition, c'est bel et bien, depuis 20 ans, une tradition de participation citoyenne. C'est Marie Anquet qui m'accueille, elle est première adjointe au maire, elle est chargée précisément des projets citoyens. L'histoire commence en 2001. Ça débute même avant 2001 par une association qui avait comme paradigme de dire que chacun d'entre nous a une compétence à partager et que c'est par le partage de ces compétences qu'on peut faire des choses, qu'il faut les faire ensemble. Et effectivement, cette association a fait une liste, l'île vivante, qui a été élue en 2001. Et donc, il y a un trépied, la solidarité, la citoyenneté et l'écologie. Alors, pendant la première mandature, je dirais cette participation citoyenne se met en place, on va dire de manière plus intuitive, c'est ça? Organique, en tout cas, de travailler avec les gens, au plus près des gens, sur tous les sujets. Donc c'est beaucoup au départ de réunions de quartier, de bas d'immeubles, d'échanges quotidiens entre les élus et les habitants. Et puis il y a constitution d'assemblées un peu plus constituées, des conseils de quartier, un fonds d'initiative associative, un fonds d'initiative habitant. C'est ça, vous mettez en place avec des outils. Voilà. La particularité de l'île Saint-Denis, c'est que la participation citoyenne s'envisage sur tous les sujets, du plus général au plus particulier. Et avec le temps, la méthode a évolué, passant de la participation à beaucoup plus de formation. Pour certains thèmes, la municipalité prévoit de payer les citoyens qui consacrent du temps ou de prévoir des garderies pour leurs enfants durant les sessions. Par exemple, sur la mobilité, ça s'est passé comment ? Sur la mobilité, il y a eu la présentation d'un plan de mobilité et qui n'a pas, sur lequel on a eu une première réunion extrêmement intéressante avec beaucoup de gens, beaucoup de matière. Donc on a refait le plan de mobilité, mais il y a eu une très grande contestation sur ce plan-là. Donc on a décidé de suspendre ce plan-là en disant visiblement ça ne va pas, ça ne correspond pas à ce que les gens attendent, c'est trop ambitieux ou voilà, ça va trop loin. Donc on peut concerter sur la sécurité, vous avez créé une police municipale, on concerte aussi là-dessus? On peut concerter sur absolument tout, du moment qu'on est clair avec les gens. Ah oui, clair. Le mot invariant, ça c'est important. Le mot, voilà, c'est quoi un invariant? Un invariant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, soit pour une raison technique, des réseaux qui passent en dessous, un parking souterrain qui empêche certaines choses,
soit parce qu'il y a des choses qui sont déjà engagées et qu'on ne pourra pas bouger, donc c'est un invariant, soit parce que certaines décisions ont été prises et qu'on ne souhaite pas revenir dessus. Ça, c'est souvent que c'est dans le temps. En tout cas, un invariant, c'est souvent du temps long. Et il faut être très clair avec les gens, leur dire « ça, c'est un invariant, voilà notre objectif de concertation, voilà sur quoi on a besoin de vous ». Et pas au-delà, et être très clair là-dessus. Et finalement, on voit que le résultat est là. Après 20 ans de participation citoyenne, aux élections, on a plus de votants, on a vu le taux d'abstention diminuer, et très bonne nouvelle aussi, beaucoup plus de listes de candidats. Il y a même eu aux dernières élections municipales une liste composée essentiellement de jeunes. On a parlé des grands thèmes comme la mobilité ou la sécurité, mais la participation s'effectue aussi sur des micro-projets. Par exemple, ici, c'est l'aménagement d'un terrain qui jouxte une école qui est co-gérée par les enfants et par les éducateurs. Alors Manola, ici on est dans le sud de l'île, de l'autre côté de l'île, dans un lieu qui porte un nom un peu bizarre et très sympathique. Oui, c'est la barque des aventuriers. C'est un nom qui a été trouvé et choisi par les enfants il y a une semaine lors d'un vote qu'on a fait sur ce terrain. Et ils ont retenu la barque des aventuriers. De la végétation, le but est de rendre le terrain à la végétation, c'est ça? Exactement. En fait, on est collé à une école, oui. Et les cours d'école, elles ont tendance à être très bitumées. C'est pas vraiment des espaces où il y a de la verdure. Et tout le but de ce projet, qui est à la base porté par une association avec l'école et la mairie, c'est en fait de remettre de la verdure sur le terrain. Donc ils ont passé la première année du projet, en 2021, à débitumer le sol, okay, et à planter. Et par la suite, en fait, le projet a continué par des aménagements. Alors, ils choisissent ce qu'ils veulent faire de ce projet. Et puis, là aussi, c'est la participation. Ils le gèrent au quotidien. C'est ça? En fait, les enfants ont déterminé les aménagements à faire sur le site avec l'association d'architectes. Voilà. Oui. Donc là, par exemple, on a des mâts. Oui. Ce qu'on a appelé des mâts en bois. Ce sont des structures en fait, avec lesquelles on peut utiliser du matériel, par exemple des cordes ou des choses comme ça, et puis ça se transforme en balançoire. Donc c'est du matériel multifonction, on va dire. Et donc ça, ce sont les enfants et les éducateurs, les professeurs qui choisissent ensemble au quotidien. Donc ça peut évoluer, ça peut changer. Ils participeront toujours à la réflexion autour du projet. Exactement. En fait, chaque année, l'association et les enseignants travaillent ensemble. Ils font des ateliers avec les enfants et ils déterminent comment on fait évoluer le site ensemble. Un exemple super, c'est cette année, voilà, on a travaillé avec des enfants autour d'ateliers. Et il y a des bancs qui ont été construits, réalisés par les enfants en chantier participatif. Et tout ça, c'était vraiment guidé par l'association. Allez, avant de quitter nos hôtes de l'île Saint-Denis, j'ai envie de faire un dernier passage à la Maison des initiatives et des citoyens. Alors comment pourrais-je vous expliquer? D'abord, on va dire ça comme ça, c'est une ruche. Et ce que je découvre là-bas, c'est un lieu de vie et de rencontre. Ils y hébergent des associations, des services de formation ou encore des salles de réunion. Au sein de l'AMIC, il y a toute une série de services. Moi, on a un peu déambulé ce matin, on a vu une série d'activités. C'est quoi les services? Quand un citoyen pousse la porte ici, qu'est-ce qu'il trouve? Alors, il peut y trouver donc l'AMIC, bien entendu, qui est chargé plus de l'événementiel, de la convivialité et de la médiation sociale, donc qui accueille des écrivains publics, des juristes pour aider les gens à faire leur papier administratif français. C'est compliqué. Ensuite, on accueille différents services, donc le PRE, notamment qui aide des familles en grande difficulté sociale, économique, ça va être plus le CCAS qui est dans un autre bâtiment, mais social, on va dire. Vous avez l'îlot famille qui porte une attention toute particulière aux jeunes parents et à la petite enfance, donc aux bébés. Vous avez aussi la vie associative et politique de la ville, donc ça c'est un service. Et ce service est chargé un peu d'animer la vie associative de la ville, d'accompagner les associations dans leur demande de subventions, etc. Donc c'est un service très important, un peu politique aussi, parce qu'il est toujours très relié au cabinet. Et ça, c'est assez nouveau. On a la participation citoyenne qui est arrivée récemment, il y a un mois, et qui donc fait vivre la démocratie locale et la démocratie locale dans la ville. Donc, ma conclusion, quand je reviens de l'île Saint-Denis, c'est de me dire, finalement, nous aussi, on fait de la participation citoyenne, certainement d'une autre manière, et j'ai essayé de voir les différences qu'il pouvait y avoir. En fait, la différence que j'ai découverte là-bas, c'est qu'eux, ils en font tout le temps
et ils en font sur tous les sujets. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est marquant, je dirais, par rapport à ce qu'on connaît sur notre terrain. Alors, ce que j'ai posé aussi comme question à Marie Anquet, c'est de savoir, mais ça coûte combien de mettre en place cette participation citoyenne, je dirais, au quotidien et sur tous les sujets. Elle m'a étonné dans sa réponse, elle m'a dit, ça ne coûte pas si cher que ça, c'est un temps plein engagé par la municipalité, ce temps plein s'occupe de toutes les réunions, de tous les contacts, et puis c'est évidemment consacrer beaucoup de temps de manière transversale entre les différents services. Je quitte la France à présent avec cet exemple dans la tête et je voudrais évidemment le confronter avec la réalité du terrain chez nous, avec la rencontre avec plusieurs bourgmestres de la région. Mais d'abord, je n'oublie pas ceci. La citoyenneté dans nos communes, nous la pratiquons souvent comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. J'ai choisi comme première destination Limbourg. C'est intéressant de s'y poser parce que les inondations ont généré un élan de solidarité citoyenne incroyable. C'est donc la première question que je pose à Valérie Desjardins. Comment ensuite le nourrir et le développer? On travaille évidemment avec la population pour préparer la population à une future crise, à une future catastrophe. Donc on a vraiment tout un cycle de conférences sur la culture du risque, un cycle de formation, et donc on continue à informer la population et surtout à en faire des acteurs de notre commune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a également amplifié le rôle des commissions de concertation, de consultation. Donc ça, c'est vraiment important. On a créé dernièrement la commission consultative pour la personne handicapée. Pourquoi? Parce qu'il faut évidemment qu'on soit une commune inclusive, et en plus on a des projets de reconstruction, et donc si ces personnes ne prennent pas part à cette reconstruction, à un moment donné, elles risquent de se retrouver exclues de la reconstruction et on ne le veut pas. Et la troisième chose, dans le cadre des projets de reconstruction, justement, on travaille énormément avec la population en les informant, c'est important d'être informé, mais en les consultant également. Et donc c'est avec l'ensemble de la population. Ici on est à La Plaine qui a été totalement sinistrée. Le projet de reconstruction de La Plaine a été fait avec les enfants et avec les adolescents. Valérie Desjardins donc, a directement évoqué le système des conseils consultatifs, et c'est vrai que ça va revenir régulièrement quand on parle de la participation citoyenne dans nos communes. Je crois que c'est le moment justement d'aller un peu plus loin là-dessus, de comprendre comment ils fonctionnent. Ils sont prévus par le Code de la démocratie locale qui prévoit qu'un conseil consultatif, c'est en fait toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées. Sans entrer dans trop de détails, le conseil communal fixe leur composition, leur mission et quand elles sont consultées. Elles n'ont donc pas de pouvoir de décision. On a comme ça, suivant les communes, des conseils consultatifs des aînés, des conseils communaux des enfants, ou encore, comme cela vient d'être mis en place à Limbourg, on en a parlé, des conseils de la personne handicapée. Alors évidemment, quand on voit tout ça, la question c'est de se dire comment mobiliser les citoyens, d'une part, et puis une autre question arrive directement pour moi, c'est de se dire oui mais ça c'est très bien, ça existe depuis un certain nombre d'années, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Je vois par exemple que le Parlement germanophone a mis en place ce dialogue citoyen avec vraiment des outils spécifiques. Est-ce qu'il faudrait de tels outils pour une commune comme la vôtre? Donc on est dans une petite commune, donc je dirais non, parce que plus on met des outils, plus on crée des contraintes aussi. Et donc dans le processus de mise en place d'un projet et d'aboutissement d'un projet, il y a déjà beaucoup de contraintes qu'on doit expliquer aux citoyens. Donc on doit leur expliquer, il y a des procédures administratives, ça ce n'est pas possible de faire parce que telle législation ne le permet pas. Ah, vous n'êtes pas d'accord entre vous, ben, il va falloir voter, malheureusement ce ne sera pas votre choix, ce sera le choix de l'autre. Et donc dans une commune comme ceci, je pense que si on n'a pas compris qu'on devait faire de la participation citoyenne, qu'on devait travailler avec le citoyen, je pense qu'on ne doit pas faire de la politique. Donc je dirais non pour ne pas encore ajouter des contraintes et des obligations dans la façon de fonctionner avec les citoyens, parce qu'évidemment quand je préside une réunion avec des aînés pour par exemple décider du placement de bancs, je ne vais pas me comporter de la même façon que si je préside une réunion de quartier où je sais que j'ai la moitié des gens qui sont d'accord pour le projet et l'autre moitié des gens qui ne sont pas d'accord avec le projet. Donc je pense que c'est quand même la sensibilité du mandataire, la sensibilité aussi de l'administration parce qu'on est aidé, qui fait qu'on consulte plus ou moins de telle façon, de façon individuelle, de façon groupée les gens. Et donc moi, si on me rajoute encore des contraintes, je pense que ça va alourdir mon travail, ma tâche. Maintenant, c'est peut-être pas partout pareil.
Cap à présent sur Plombières, ce soir à la maison de repos, se tient une réunion de l'éco-team. Objectif, réfléchir avec les collectivités de l'entité sur des questions comme l'eau, la mobilité ou encore, comme ce soir par exemple, la capacité de réagir aux risques climatiques. Comme dans beaucoup de communes, Plombières a beaucoup travaillé sur la participation citoyenne et c'est pour ça que je souhaitais rencontrer Marie Stassen. On a finalement alors créé un petit guide de la participation citoyenne. On voulait d'abord rappeler aux citoyens que s'engager dans n'importe quelle ASBL sportive, culturelle et autres, c'est un engagement citoyen et qu'ils participent à la chose publique. En fait, ce qui n'est pas fait par des bénévoles doit être fait par le public et donc clairement, ils participent à l'accueil temps libre et autres. Et puis, on a essayé de répertorier tout ce qui existait déjà comme organe de participation citoyenne sur le territoire, mais de préciser dans quel jeu on joue. Donc de dire est-ce qu'il s'agit d'une consultation, d'une concertation, d'une co-construction, etc. Donc pour que chacun puisse, un nouvel habitant qui arrive sur Plombières, il a ce guide, il peut regarder quelle thématique l'intéresse et comment est-ce qu'il peut s'y impliquer, que ce soit en mobilité, en urbanisme, enfin dans plein de matières différentes. Ah oui, et ça veut dire que c'est pour éviter les déceptions à certains moments? Exactement, on pense que c'est vraiment important pour éviter... Beaucoup de citoyens pensent que la participation citoyenne, on en avait beaucoup parlé en plus en 2018, et on s'est beaucoup fait reprocher après, vous ne respectez pas mon avis. En fait, il voudrait que son avis compte, enfin que ce soit l'avis repris. Or, on a voulu différencier la participation citoyenne et les référendums où c'est oui, c'est non. Pour caricaturer, j'ai dit toujours, on ne va pas demander aux gens s'ils veulent des fleurs jaunes ou des fleurs mauves. C'est pas ça qui est important. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait amener aussi beaucoup d'expertise dans des conseils consultatifs. Il faut, voilà, par exemple, on a travaillé sur les inondations, on est allé dans le village de Moresnet, on a notre bureau d'études qui est venu expliquer ce que c'est un temps de retour de 2 ans, de 20 ans, etc., pour que chacun ait la même information au départ. Et puis, on a commencé les discussions avec une 60aine de citoyens. C'est une réunion extrêmement dangereuse, puisqu'il y a de l'émotion, des gens ont perdu leur maison, etc. Donc, c'est toujours compliqué. Et finalement, ça a été très constructif et je me rends de plus en plus compte qu'on doit faire confiance aux citoyens. Parce que si on le considère et qu'on ne l'infantilise pas, qu'on lui demande vraiment son avis, mais en lui donnant d'abord de l'expertise et vraiment qu'il ait de quoi parler en connaissance de cause, ben souvent il est extrêmement pertinent en fait dans ses remarques. Donc certains disaient moi j'ai la toute bonne idée, et puis le voisin d'en dessous disait ben non, parce que si tu fais ça, ça posera problème chez moi. Et donc on arrivait à une réflexion qui est réfléchie et constructive. Dans le dispositif mis en place à Plombières, il y a une maison de la transition. Et quand j'entends parler de la maison de la transition, immédiatement me revient à l'esprit la maison des initiatives et des citoyens de l'île Saint-Denis. La maison de la transition, c'est un peu le même dispositif à développer. Il y a eu, c'est triste à dire, mais les inondations à Verviers ont en fait il y avait un magasin de seconde main avec plein de bénévoles de Plombières. Elles sont venues nous trouver, ok, on entendait, mais nous, on n'avait pas de lieu pour elles. Et puis on a les Ukrainiens qui arrivent, la crise ukrainienne, et on veut créer, donc on accueille quand même beaucoup de personnes sur Plombières grâce à des citoyens, encore un autre projet citoyen dont on pourrait parler, et on veut créer un magasin rapide, éphémère de vêtements pour que ces personnes puissent retrouver de quoi se mettre. On crée ce magasin éphémère, puis on se dit, ben, attends, là on a des bénévoles, on a le matériel, ils ont encore toute la filière finalement pour obtenir les vêtements, il faut qu'on trouve un lieu. Donc on a trouvé un lieu, on avait à ce moment-là la maison de la transition qui voulait s'engager dans des projets de transition, et donc on les a mis ensemble. Finalement, ce sont des bénévoles avec la commune qui ont retapé toute une salle et qui ont permis cet espace citoyen aujourd'hui avec des bénévoles. Et entre-temps, on a mis téléservices dans l'histoire. Donc rassembler, fédérer les gens, ça peut être le rôle d'une commune, mais grâce aux forces citoyennes, parce que moi toute seule, je ne sais rien faire sans ces bénévoles, le magasin n'ouvre pas. Troisième et dernière étape dans nos communes, on va à Erf. Marc Drouguet m'accueille à la Maison du Tourisme. C'est à quelques mètres, vous le savez, de la ligne 38. Et il en profite pour me parler de 2 projets spécifiques sur la commune. Ce projet-là, c'est un collectif de personnes qui se soucient des personnes à mobilité réduite, qu'elles soient carrément, elles peuvent être déficientes mentales, mais en tout cas, elles ont des problèmes de mobilité. Et donc ce tuk-tuk, qui est nommé, c'est un tricycle électrique qui permet de se promener sur la ligne 38. Et
Donc là, c'est une association de parents d'une école qui avait la volonté de pouvoir créer ce jardin, ce petit jardin potager collectif, communautaire, qui puisse être bénéfique non seulement aux enseignants, mais aussi aux enfants. Et donc, à proximité de cette école, il y a un terrain communal. Et ce terrain communal-là n'était pas utilisé si ce n'est entretenu. Et donc, il y avait la volonté de pouvoir, vraiment à proximité de l'école, de pouvoir créer ce jardin collectif. Et il a été mis en place avec l'aide de la commune, une aide technique, puisqu'il a fallu, c'était un terrain légèrement en pente, créer des balcons. Donc, il y a une aide technique pour pouvoir créer ces balcons, amener de la terre, avoir quelques outils et un endroit de rangement pour pouvoir les utiliser au mieux. Et donc, tout au long de l'année, les enfants peuvent participer à des thèmes sur les potagers, la nature, etc., juste à proximité de leur école. Si les projets citoyens marchent bien, comme l'explique Marc Drouguet, c'est parce qu'ils répondent à deux conditions. D'abord, leur aspect très concret, et deuxièmement, l'application de la population. Et c'est la petite musique qui revient toujours, comment mobiliser la population, les citoyens, sur la durée. C'est pas évident, et on le voit même même chez nous, au niveau politique, communal, les engagements et les responsabilités, comme on dit, il n'y a pas des embouteillages pour venir et s'engager, c'est pas super évident. Alors au niveau associatif, on sent quand même aussi que c'est pas évident depuis les différents confinements en période Covid, les catastrophes naturelles qu'on a vécues dans la vallée, mais qui se reportent ici aussi sur le plateau, puisque certains gens bougent et ont connu ces difficultés et viennent habiter dans nos communes. Donc moi je crois que les initiatives locales, comme par exemple à travers la participation citoyenne, où on met un petit budget à disposition, c'est une bonne formule pour qu'à un moment donné les gens se rassemblent autour d'un projet qui les intéresse vraiment et qu'ils veulent mettre en place. Et ces initiatives-là, pour moi, c'est une bonne formule dans un premier temps. Pas simple finalement, on est d'accord, et pourtant, redescendons dans le sud, du côté de la Haute-Amblève, un nouveau GAL vient d'être reconnu, il rassemble des associations et des représentants publics, et le rôle de ce nouveau GAL, groupe d'action locale, est de promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales. Alors ici, ce qui me surprend quand on arrive à Malmedy pour voir le projet du GAL, c'est que finalement, quand on parle de citoyens, c'est très vaste, mais il y a des catégories au sein de la citoyenneté. Et ici, ce qui me frappe, c'est que le projet du GAL, il a été lancé par une catégorie spécifique et surprenante, dirais-je, ce sont des entreprises. Et Luc Dutilleux m'explique vraiment la genèse du projet. C'est un processus qui a commencé déjà en 2016. En fait, c'était la création du Cercle Interbills, qui se situe dans ce lieu magnifique que vous découvrez. C'est une ASBL qui s'est créée dans l'objectif de revaloriser en fait les liens qu'il y avait sur le territoire à l'époque où Intermills existait, qui était une papeterie de réputation, de renommée internationale. Et il y avait plus de 900 personnes qui y travaillaient. Et l'idée, c'était de recréer le lien entre toutes les personnes qui ont travaillé dans cette papeterie, sur plus ou moins 11 communes, aussi bien côté germanophone que francophone. Ce qui a motivé le Cercle Intermills, c'est de créer une autre ASBL qui s'appelle le Pays de la Haute-Amblève, pour valoriser vraiment tout ce bassin versant de l'Amblève, depuis l'origine, c'est-à-dire en communauté germanophone, jusqu'à Stoumont. Donc ça, c'est en fait la bonne nouvelle pour le sud de l'arrondissement. Fin 2023, le GAL est reconnu. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quelle est sa feuille de route et comment va-t-il fonctionner? Donc, au niveau du processus, c'est d'abord le comité de pilotage. On a élargi, et là, c'est dans le cadre de la procédure GAL, on a élargi la réflexion à l'ensemble du territoire. Et donc, tous les citoyens, les ASBL et les organisations ont pu déposer un projet. Donc, on a fait un appel à projet, on a proposé des séances d'information, etc. Et il en est ressorti 57 projets. Et de ces 57 projets, on en a sélectionné 30, ce qui est déjà énorme. Et de ces 30-là,
Le comité de pilotage avait donné déjà les grands axes des différents projets. Il en est ressorti 9 projets, avec dans chaque projet 2 ou 3 acteurs principaux avec un référent par projet. Donc ça, c'est le début du processus. Très, très structuré, très organisé, dès le début. Oui, dès le début, on n'avait pas le choix, vu le temps qu'on avait, et en même temps, on est quand même dans une logique entrepreneuriale, entre guillemets, de besoin de résultats. Je quitte le sud de l'arrondissement et je repars à Limbourg, on est déjà passé, mais je voudrais absolument vous faire découvrir un autre projet citoyen. C'est une coopérative, elle s'appelle Habitat Invest. C'est un superbe projet citoyen. Ici, nous sommes sur un chantier de réhabilitation d'un immeuble qui sera ensuite loué à un tarif abordable à une famille de personnes précarisées. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, et je la pose au coordinateur du projet, Jean-Benoît Mutsers, comment est né le projet et comment s'est-il développé? Cette coopérative, elle est née de la réflexion de quelques citoyens, justement, qui sont un jour réunis et qui se sont dit, bah, tiens, nous, en tant que citoyens, on aimerait bien intervenir pour lutter contre la pauvreté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre du pouvoir d'achat aux gens? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, ils se sont dit que le logement était une pierre angulaire pour aider les gens à se réinsérer socialement, à participer de manière plus générale à la vie de la société, etc. Et donc, c'était un peu important pour eux de travailler cette question du logement. Et ils se sont dit, on va créer une coopérative qui va rassembler de l'argent de citoyens pour pouvoir investir dans la brique et créer une espèce de brique solidaire. C'est ça ? Voilà. Alors, c'est complémentaire aux interventions des pouvoirs publics, etc. Mais ils se disent c'est important quand même d'avoir des initiatives privées aussi qui viennent pour lutter contre la précarité et la question de l'accès au logement. On est devant d'ailleurs un de vos chantiers actuels ici à Limbourg. Alors, quel est le rôle des citoyens dans la coopérative en fait? Alors les citoyens, ils interviennent à différents niveaux. Donc tout d'abord, ils sont coopérateurs, donc ils prennent des parts, donc ils investissent dans notre projet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils participent à l'Assemblée générale, vu qu'ils sont membres de l'entreprise. Donc ils peuvent aussi orienter les objectifs, dire on est d'accord avec ce que le conseil d'administration a effectué durant l'année, ou on aimerait bien qu'il se réoriente un peu sur telle ou telle thématique. Et dans un deuxième temps, il y a tous ceux qui s'investissent un peu plus et qui deviennent administrateurs. Donc dans un premier temps, qui sont invités permanents, comme on dit. Donc qui participent au conseil d'administration, qui participent à quelques petits projets concrets comme celui qu'on a derrière nous. Et puis qui s'investissent pour devenir administrateurs. Et donc là, ils se présentent à l'Assemblée générale, donc devant tous les autres citoyens, pour se dire, voilà, j'aimerais bien devenir administrateur, qu'est-ce que vous acceptez ma demande? Et alors là, par contre, les administrateurs sont tous des citoyens et qui s'investissent, alors là, quasi à temps plein, on peut dire. C'est quand même un investissement assez lourd. Hein. Pas à temps plein, hein, j'exagère, mais en tout cas, ils s'investissent vraiment beaucoup dans le projet. Ça demande énormément enfin, c'est fort chronophage, donc ça demande énormément d'implication. Et je reviens toujours avec les mêmes questions, c'est comment faire pour que le citoyen s'engage dans la durée, parce qu'on voit que c'est ça qui est difficile. Par exemple, là, on a dans la coopérative des administrateurs, eh bien comment motive-t-on les administrateurs? Les administrateurs, vu les résultats, hein, vu l'évolution du projet global, vu le nombre de bâtiments qu'on arrive à ouvrir, alors ça a démarré assez petit, donc le temps de se structurer, d'avoir le premier bâtiment, de voir comment ça fonctionne. Et puis là, on est vraiment sur un rythme de croisière maintenant où on produit 2 à 3, voire 4 bâtiments par an. Et donc là, il y a du résultat, donc forcément, ça accroche. On se dit que c'est quand même intéressant et qu'effectivement, on voit que du coup, derrière, il y a d'autres citoyens, donc des citoyens plus précarisés, à qui on répond à un besoin nécessaire, et même vital. Et donc on voit le résultat concret via ces citoyens qui ont la chance du coup d'obtenir un logement qui est à la fois rénové, mais pas que, qui est aussi amélioré au niveau des performances énergétiques et avec un loyer qui reste bas. Alors, qu'est-ce que je retire de tout ce périple, avec toutes ces rencontres? Plusieurs éléments. Au niveau du Parlement wallon, de la communauté germanophone, au niveau des parlements, ça se met en place.
Il faudra que le temps montre des résultats, mais on voit que c'est structuré, que c'est réfléchi. Au niveau des communes, il y a des outils. Il y a par exemple les conseils consultatifs, mais revient toujours la question de la motivation. Et je dois avouer que je reste un peu sur ma faim. Je me pose quand même la question de savoir si on ne pourrait pas faire plus. Il y a donc une constatation qui doit être faite, c'est que c'est vraiment un jeu à sommes égales, si je puis dire. On a d'un côté les politiques, de l'autre côté les citoyens. Alors, d'un côté, il faut que les politiques acceptent un peu de lâcher du lest et acceptent de faire plus de citoyenneté. On sent qu'il y a encore un peu de certaines réticences, mais la balle est aussi dans le camp des citoyens, parce que si nous avons, comme nous les avons aujourd'hui, des citoyens, je dirais consommateurs, qui viennent, comme au café du commerce, mettre sur la table leurs revendications individuelles et personnelles, ça ne va pas fonctionner. J'ai envie qu'on se projette dans le futur. Et j'ai vraiment envie maintenant qu'on ait des propositions supplémentaires sur la table. Et je me suis dit, il faut faire intervenir quelqu'un d'extérieur qui connaisse bien le dossier et qui puisse venir avec ses propositions. J'ai pensé à un politologue. Il s'appelle François Debras, il enseigne à l'ULiège. Pourquoi lui? Parce qu'il a créé le certificat d'études du populisme et des extrémismes, et que populisme et extrémisme, c'est le revers de la médaille de la participation citoyenne. La participation citoyenne, ça peut être un des remèdes au populisme et aux extrémismes. Je pense donc qu'il a certainement une vision sur la question, et donc je me suis dit, j'ai vraiment envie de le rencontrer pour aller plus loin. Alors je pense que partir de l'échelon local est une bonne porte d'entrée. L'échelon local, c'est peut-être celui que l'on connaît le mieux ou où on a une meilleure expérience dessus, c'est-à-dire on se promène tous les jours dans son village, dans sa ville, on se rend compte de ce qui change au quotidien, etc. Une autre logique, c'est vraiment ce besoin d'avoir une transparence sur les objectifs qui sont proposés par les processus participatifs ou délibératifs, c'est-à-dire d'être clair sur ce que l'on attend des personnes qui vont s'inscrire dans ces outils, qui vont s'inscrire dans ces processus. Est-ce que ce sera uniquement de la consultation, oui ou non? Est-ce que ce sera contraignant, oui ou non? On se rend compte que les personnes qui ont été, où les objectifs étaient flous, ressortent de ces processus participatifs beaucoup plus déçus que ce qu'ils étaient par le passé, en se disant « mince, j'avais déjà plus aucune confiance en la politique, et même quand on me demande mon avis, finalement, on ne l'écoute pas ». Donc il faut vraiment une transparence et une pédagogie d'accompagnement, de formation aussi des citoyennes et des citoyens, pour qu'on leur explicite clairement, voilà ce que l'on attend de vous, voilà sur quoi vous pouvez agir, voilà sur quoi vous ne pouvez pas agir, et qu'est-ce que l'on va faire ensemble après de toutes ces propositions. Et alors, dans un dernier temps, je voudrais faire la distinction entre la représentation et la représentativité. La représentation, c'est je vote par exemple pour une personne qui va agir en mon nom. Elle va me représenter au sein des institutions. Pourtant, ce n'est pas parce qu'il y a des représentants au sein des institutions qu'il y a une représentativité de ces institutions. La représentativité, c'est l'image d'un parlement qui serait le miroir de la société, ou d'un conseil communal qui serait le miroir de la société ou de sa commune. S'il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, il faut au sein de ce Parlement, pour avoir une représentativité, 50% d'hommes, 50% de femmes. S'il y a X% de personnes issues de l'immigration, il faut X personnes issues de l'immigration. S'il y a Y personnes de non diplômés, il faut Y personnes de non diplômés. L'intérêt avec la représentativité, c'est cette idée que seule une personne, par exemple, seul un agriculteur peut connaître et avoir des exemples pour lutter contre les problèmes qu'il rencontre au quotidien. On ne va pas lui dire « moi, de mon université, je vais te dire comment tu dois travailler au quotidien ». Seul lui a cette expérience de terrain, et cette expérience de terrain doit se refléter dans les institutions. Et donc, en renforçant la représentativité, on renforce le dialogue et la co-construction des savoirs. Il y a à la fois des femmes, il y a à la fois des hommes, il y a à la fois des personnes en situation de handicap, il y a à la fois des personnes issues de l'immigration, qui toutes et tous ont une expérience, un avis, une opinion qu'ils vont pouvoir partager, échanger, et ensemble on construit une proposition qui peut justement répondre aux attentes et aux objectifs de chacun. Vous utilisez un thème co-construction. La co-construction, est-ce que ce n'est pas aller plus loin que l'idée que se font encore aujourd'hui les politiques, les responsables politiques, de la participation citoyenne, c'est-à-dire de la consultation, point barre? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin par rapport à ça, aller dans le décisionnel? Oui, on pourrait se poser la question, comme par exemple au référendum ou aux consultations populaires, on pose une question, l'institution politique ou les représentants politiques posent une question,
et c'est oui ou c'est non. Il y a très peu de débats et finalement il y a très peu d'appropriation des projets. À travers les logiques de co-construction, on peut prendre une place comme par exemple à Verviers où on décide justement de ne rien proposer. Les personnes arrivent entre guillemets vierges, elles n'ont pas d'opinion, elles n'ont pas d'avis, elles se rassemblent, on présente un expert, on présente un responsable de l'urbanisme, on présente une personne responsable du budget, chacun explique les possibilités d'action, les moyens d'agir, et alors ce sont les citoyennes et les citoyens avec les politiques, avec les experts, avec différentes personnalités qui vont ensemble imaginer des possibles, débattre de ces possibles et créer un possible et créer une nouvelle société, une nouvelle place, des nouveaux bâtiments, etc. Donc on n'est pas seulement dans la réaction, on est dans la co-construction, dans la réflexion ensemble de qu'est-ce que l'on veut faire, qu'est-ce que l'on peut faire. Et donc on ne vient pas avec un avis ou une vérité, on construit son avis avec les autres et par les autres. On s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. On est vraiment au milieu du gué, le travail n'est pas terminé, le chemin, on n'a pas fini de le parcourir. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que si on ne change pas notre vision du fonctionnement de la citoyenneté, on risque de ne pas arriver quelque part.